On le sent tous, pas vrai? Les prix qui grimpent au supermarché, notre pouvoir d'achat qui semble fondre à vue d'œil. Et pourtant, les chiffres officiels de l'inflation, eux, ne racontent pas tout à fait la même histoire. On a tous ce sentiment. Mais et si la cause de tout ça n'était pas un problème récent? Et si c'était juste la répétition d'une histoire un peu folle, vieille de 300 ans? Allez, on plonge là-dedans pour essayer de comprendre. Le fossé est là, juste sous nos yeux. D'un côté, on a les statistiques de l'État qui nous parlent d'une inflation plus ou moins maîtrisée, et de l'autre, il y a ce que chacun ressent vraiment dans son portefeuille à la fin du mois. Ce décalage, ce n'est pas juste une impression. Et pour comprendre d'où il vient, il faut parfois faire un petit tour dans le passé. Parce que l'histoire, croyez-moi, a des réponses assez surprenantes à nos problèmes d'aujourd'hui. La question peut sembler un peu tirée par les cheveux, c'est vrai. Mais l'histoire qu'on va voir ensemble est une sorte de parabole économique d'une modernité, mais alors stupéfiante. Imaginez un peu le cocktail, un génie des maths, un royaume en faillite et l'invention de la planche à billets. Bienvenue dans l'histoire de John Law. Alors, c'est parti. Pour comprendre comment une simple idée a pu mettre tout un pays à genoux, il faut d'abord qu'on plante le décor. On est en France, le pays est en crise et il est prêt à accueillir n'importe qui, un sauveur ou un démon. Donc, 1715, Louis XIV, le roi Soleil, vient de mourir. La France est à sec, complètement ruinée. Oh, il y a de magnifiques châteaux, bien sûr, mais il y a surtout une dette colossale. Les caisses de l'État sont vides, mais alors littéralement vides, il n'y a plus une pièce d'or ou d'argent. Le régent, Philippe d'Orléans, est complètement aux abois. C'est dans ce chaos, cette faillite quasi officielle, que débarque un homme avec une idée pour le moins radicale. Et cet homme, c'est lui, John Law, un personnage fascinant, haut en couleur. C'était un mathématicien de génie, capable de faire des calculs mentaux à une vitesse folle, mais c'était aussi un joueur de cartes invétéré. Il a une intuition qui va absolument tout changer. Pour lui, l'or et l'argent sont un frein à l'économie. Il propose donc son projet de banque qui émettrait du papier-monnaie. En Écosse, on lui a rionné, on a dit que c'était trop dangereux, mais dans la France désespérée de 1715, tout d'un coup, on l'écoute avec beaucoup d'attention. Et c'est là que démarre l'une des expériences monétaires les plus dingues de toute l'histoire, le fameux système de l'eau. Il a promis de sauver la France, mais en réalité, il a surtout créé une frénésie spéculative tellement folle qu'on a même dû inventer un nouveau mot pour ça, le millionnaire. Alors, comment ça marche son truc ? Eh bien, le mécanisme est diablement ingénieux. D'abord, on invite les Français à venir déposer leur or et leur argent, bien lourd, bien encombrant, à la banque. En échange, on leur donne des billets de banque, tout légers, tout pratiques. Ensuite, on crée une entreprise, la Compagnie du Mississippi, et on vend du rêve. On promet le monopole sur la Louisiane, un territoire décrit comme un nouvel Eldorado. Et bien sûr, les gens se ruent pour acheter des actions de cette compagnie, avec leurs nouveaux billets, ce qui fait grimper les prix en flèche. Le décalage est incroyable. À Paris, on vendait le rêve de montagnes d'or, de richesses infinies en Louisiane. Mais la réalité sur place, comme le décrit ce témoin de l'époque, était un peu différente. Des marécages, des moustiques, bref, pas grand-chose. Sauf qu'à Paris, tout le monde était pris dans une folie collective. Personne ne voulait voir la réalité en face. Ce chiffre, il dit tout. 1900%. Une action qui passe de 500 livres à 10 000 livres en un temps record. Une augmentation de près de 2000%, c'est juste dingue. Évidemment, pour alimenter cette euphorie, la planche à billets tournait à plein régime. Et oui, c'est de là que vient le mot millionnaire. Il est né à cette époque en France. Il fallait bien trouver un terme pour décrire ces domestiques, ces artisans qui devenaient richissimes du jour au lendemain juste en spéculant sur ces fameuses actions. La fortune semblait à portée de main de n'importe qui. Mais bon, comme dans toute bonne fête, il y a toujours un moment où la musique s'arrête. Et la musique s'est arrêtée, mais alors brutalement. Parce que dans ce genre de jeu, quand la quantité de papier qu'on a imprimé dépasse de très loin la valeur réelle de ce qu'il y a en face, la confiance, qui est le seul pilier de tout le système, commence à s'effriter. Et là, la chute est aussi rapide et violente que l'ascension a été spectaculaire. À partir de là, tout s'accélère. Les plus malins, comme le prince de Conti, sentent le vent tourner et commencent à vouloir récupérer leur or. La banque hésite, puis finit par céder. Et ça sème la panique. C'est la ruée vers les guichets. Très vite, il n'y a plus d'or. Law tente un coup de poker pour sauver son système en dévaluant la monnaie de papier par la force. Mais c'est trop tard, c'est la fin. Le rêve se transforme en cauchemar national et Law doit s'enfuir en pleine nuit pour sauver sa peau. Et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose d'encore plus sombre et de très instructif pour nous aujourd'hui. Face à l'effondrement, l'État ne va pas du tout reconnaître son erreur. Bien au contraire, il va déclarer la guerre à la seule chose qui pourrait faire de la concurrence à sa monnaie qui s'effondre, la vraie monnaie. Imaginez un peu le truc. Pour forcer les gens à utiliser des billets en papier qui ne valent plus rien, l'État sort l'artillerie lourde.
On interdit de posséder de l'or chez soi. On organise des perquisitions dans les maisons. On va même jusqu'à encourager la délation. On pousse les Français à dénoncer leurs voisins qui cacheraient des pièces. L'argument de l'eau est sidérant de cynisme. Pour que sa monnaie de papier survive, il faut éliminer par la force toute autre alternative. Et attention, il ne faut pas croire que cette folie était juste un truc français. Exactement au même moment, l'Angleterre vivait sa propre bulle spéculative avec la Compagnie des mers du Sud. Et même le grand Isaac Newton, un des esprits les plus brillants de tous les temps, s'est fait avoir et y a perdu une fortune. Sa citation résume tout, non? L'irrationalité de ces moments est plus forte que tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Au-delà de l'anecdote qui est déjà assez folle comme ça, l'effondrement du système de l'eau a permis de mettre le doigt sur des principes économiques fondamentaux. Des principes qui, aujourd'hui, résonnent avec une clarté assez troublante. Un témoin de l'époque, un certain Richard Cantillon, a observé tout ça et en a tiré une leçon capitale, l'effet Cantillon. L'idée est simple mais redoutable. L'argent qu'on imprime n'arrive pas partout en même temps. Il bénéficie d'abord à ceux qui sont proches du pouvoir, de la source d'émission. Eux, ils peuvent acheter des actifs comme de l'immobilier ou des actions avant que les prix ne montent. Le temps que cet argent ruisselle jusqu'au reste de la population, les prix, eux, ont déjà grimpé. C'est en fait un transfert de richesse invisible des épargnants vers les premiers servis. Et le point crucial, selon certains analystes, c'est que le système de l'eau, ce n'était pas un accident de l'histoire. C'était le premier acte d'une pièce qui n'arrête pas de se rejouer. L'acte 2, ce sont les assignats, ce papier-monnaie de la Révolution française qui a lui aussi fini en désastre. Et l'acte 3, eh bien, ce serait notre système actuel, celui mis en place depuis la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971. Et c'est là que le passé vient éclairer le présent d'une manière assez frappante. Les mécanismes et même les justifications utilisées il y a 300 ans trouvent des échos vraiment surprenants dans notre monde d'aujourd'hui. Regardons un peu cette comparaison. À gauche, on a le décret de John Law qui interdit de posséder de l'or pour éliminer ce qu'il appelait une concurrence déloyale. À droite, on a la suppression progressive des grosses coupures de billets aujourd'hui, comme le billet de 500 €. La raison officielle, c'est la lutte contre le terrorisme ou la fraude. Mais les sources qu'on a étudiées suggèrent que la motivation profonde pourrait bien être la même, rendre plus difficile pour les citoyens de s'échapper du système bancaire et d'une monnaie qui perd de sa valeur. Alors, face à ce constat, que faire? Les sources qu'on a analysées proposent plusieurs pistes pour tenter de protéger son épargne. D'abord, il y a les actifs réels comme l'immobilier ou les actions qui ont tendance à absorber l'inflation. Ensuite, il y a bien sûr l'or physique, l'assurance historique contre la dévaluation monétaire. Et enfin, une réponse beaucoup plus moderne et technologique, le Bitcoin, qui est souvent présenté comme un or numérique parce que sa quantité est limitée par les mathématiques, ce qui empêche par nature qu'un nouveau John Law ne puisse en imprimer à volonté. Au final, l'histoire de John Law, ce n'est pas juste une anecdote du passé. C'est un miroir qu'on nous tend. La planche à billets, la bulle spéculative, l'enrichissement de ceux qui sont proches du pouvoir, la guerre contre l'épargne, tout ça a un air de déjà-vu assez troublant. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si le jeu a changé en 300 ans, mais plutôt de savoir si cette fois-ci, on connaît les règles.